Mon père était président des États-Unis. J'ai été kidnappé et remplacé vers l'âge de 10 ans par l'homme que vous connaissiez sous le nom de John Fitzgerald Kennedy Jr. Notre gouvernement a fait ça il y a 25 ans. John F. Kennedy Jr. est mort dans un accident d'avion qui a choqué l'Amérique. L'enquête n'a révélé aucun appel de détresse, aucun message final, rien. Mais des enregistrements d'archives récemment découverts racontent une histoire différente. Il y a eu une transmission. Elle provenait de son avion après que la chronologie officielle ait déclaré qu'il était déjà mort. La qualité audio est mauvaise, remplie de statique, mais on peut entendre sa voix. Il ne parle pas au contrôle aérien. Il parle à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui savait qu'il allait s'écraser avant que quiconque ne signale sa disparition. John F. Kennedy Jr. est né le 25 novembre 1960 à Washington, D.C. Son père venait d'être élu président 17 jours plus tôt. Le bébé pesait 2,8 kg et a dû être surveillé de près au début, mais il s'est rapidement rétabli. Il a été le premier enfant jamais né d'un président élu et sa naissance est survenue seulement 8 semaines avant que JFK n'emménage à la Maison-Blanche. Les journaux l'ont appelé le bébé de l'Amérique et les gens de tout le pays sont tombés amoureux de ce petit enfant qui venait d'entrer dans l'histoire. Lorsque sa famille est entrée à la Maison-Blanche au début de 1961, John Jr. est devenu la plus jeune personne à y vivre depuis 1893. Dès le début, les projecteurs ne l'ont jamais quitté. À l'âge de 2 ans, John Jr. avait transformé le bureau ovale en sa salle de jeu. En octobre 1962, une photo le montrait rampant à travers le panneau secret du bureau Resolute, tandis que son père était assis au travail. Cette image est devenue un symbole de la famille Kennedy et de ce que les gens ont commencé à appeler Camelot. Mais tout n'était pas heureux en coulisses. Jackie Kennedy luttait contre une profonde tristesse après avoir accouché. Ce n'était pas quelque chose dont les gens parlaient à l'époque. JFK invitait souvent des photographes lorsque Jackie n'était pas là, car elle n'aimait pas utiliser les enfants à des fins de publicité. Au début de 1961, ils avaient déjà demandé aux journalistes d'arrêter de prendre des photos des enfants à travers la clôture. Malgré cela, Caroline et John Jr. ont continué à jouer à l'intérieur de ce bureau, construisant un petit monde à eux. Puis vint le 25 novembre 1963, le 3e anniversaire de John Jr. C'était aussi le jour des funérailles de son père. Devant la cathédrale Saint-Matthieu, il se tenait à côté de sa mère et fit un petit salut au passage du cercueil. Cela n'a duré que 2 secondes, mais cela a brisé le cœur de millions de personnes. Un photographe a capturé le moment à 45 mètres de distance à l'aide d'un appareil photo Hasselblad volumineux. Cette photo a été vue par 175 millions d'Américains et d'innombrables personnes dans le monde entier. C'étaient les premières funérailles jamais diffusées à l'échelle mondiale. Jackie avait discrètement dit à John quoi faire. Il lui a donné son livre de prière, puis a levé sa petite main. Ensuite, il en a été ramené à la Maison-Blanche par son infirmière et des agents des services secrets. Les journalistes qui le suivaient depuis sa naissance ont pleuré ouvertement. Pour donner à John Jr. et Caroline une vie normale, Jackie a créé une petite école privée à l'intérieur de la Maison-Blanche. De 1961 à 1963, jusqu'à 20 enfants ont fréquenté cette école au 3e étage. Les parents ont tous participé pour payer les 2 enseignants. Ces enfants ont pu voir des présidents arriver sur des tapis rouges et ont été réprimandés pour avoir crié « Boum! Boum! » pendant les saluts de 21 au cul d'homme. Coupe de canon. Lorsque l'hélicoptère de JFK atterrissait, tout le monde criait « Papa est à la maison ». Jackie a même emmené Caroline dans le bac à sable du solarium la nuit. Cette configuration a donné à John et Caroline l'éducation la plus protégée que l'on puisse imaginer. Cela a coûté cher de tenir la presse à l'écart, mais Jackie pensait que cela en valait la peine. Il y avait un surnom qui a suivi John Jr. toute sa vie, John. John, mais ce n'était pas quelque chose que sa famille lui a jamais donné. Un journaliste a une fois entendu le président dire « John, John » rapidement,
et a supposé que c'était le surnom du garçon. La presse s'en est emparée. L'assistante de Jackie a dit plus tard « John détestait ça. Il trouvait ça ennuyeux, mais quoi qu'il fasse, ça a collé. Même après sa mort, les journaux utilisaient encore ce nom. Ce petit malentendu a montré à quel point les médias pouvaient être puissants. Même une petite erreur pouvait faire partie de l'identité de quelqu'un pour toujours. » Après l'assassinat de JFK le 22 novembre 1963, Jackie a craint pour la sécurité de ses enfants. En mai 1964, elle a déménagé la famille dans un appartement de 15 pièces au 1045e avenue à New York, juste en face de Central Park. John est allé à l'école St. David's, qui coûtait 2400 $ par an, puis à Collegiate. Même avec la sécurité qui le surveillait, John se faufilait seul dans le parc, forçant les agents à le rechercher. Il adorait faire des farces et était obsédé par la mousse folle et le serpentin. Jackie les lui achetait dans les magasins de jouets à proximité. À l'âge de 7 ans, les enseignants ont remarqué qu'il avait du mal à rester assis. Cette énergie agitée n'a jamais vraiment disparu. En juin 1968, la tragédie a de nouveau frappé. L'oncle de John, Robert F. Kennedy, a été assassiné alors qu'il était candidat à la présidence. À seulement 8 ans, John se tenait à côté de sa mère et de sa sœur aux funérailles à la cathédrale Saint-Patrick. Plus de 2000 personnes ont rempli l'endroit. Après cela, John a changé. Il a commencé à se cacher dans les placards et ne voulait pas parler. Jackie était terrifié et a déménagé les enfants sur l'île de Scorpios d'Aristote Onassis. Les psychologues ont dit plus tard que le fait de voir 2 membres proches de la famille assassinés avant l'âge de 9 ans avait eu un effet profond et durable. Cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles John a continué à rechercher des expériences risquées plus tard dans la vie. L'un des moments les plus choquants est survenu en 1971. John avait 11 ans lorsqu'il a trouvé les pilules contraceptives de sa mère et a décidé de les voler. Il les a cachées dans son sac à dos. Jackie a paniqué lorsqu'elle n'a pas pu les trouver. Elle pensait que le personnel les avait prises, mais les a rapidement trouvées dans le sac d'école de John. Ce n'était pas juste une farce stupide. Les médecins de famille pensaient que John essayait de saboter les nouvelles relations de Jackie. Elle fréquentait plusieurs hommes puissants à l'époque. Tout cela a été gardé secret, connu seulement de sa sœur Lee et du médecin de famille. Puis, à l'été 1972, un autre moment terrifiant s'est produit. John nageait dans la mer Égée, près du yacht d'Onassis, lorsqu'il a été pris dans un courant dangereux à environ 200 mètres du rivage. Il a coulé pendant près de 45 secondes. Christina Onassis, qui était une nageuse de niveau olympique, a sauté et l'a sauvé. John avait avalé tellement d'eau qu'il a toussé pendant des heures. Jackie était si effrayée qu'elle lui a interdit de nager seule à nouveau. Onassis a ajouté de nouvelles règles de sécurité à travers l'île, mais après cela, John a semblé attiré par le danger encore plus. C'était comme s'il avait besoin d'adrénaline. En 1975, John avait 15 ans et commençait à mal se comporter. À la Phillips Academy d'Andover, il a été surpris en train de voler une boussole de 12 $. La police l'a détenu pendant 3 heures. Jackie a embauché l'avocat de renom F. Lee Bailey et a payé 15 000 $ pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'accusation et pas de traces écrites. Dans un autre cas, il a pris un paquet de chewing-gum à 3 $ et le magasin a été payé 2 000 $. Jackie avait un fonds secret de 50 000 $ pour gérer ses problèmes discrètement. Il buvait aussi et essayait de la marijuana, mais Jackie s'est assuré que cela n'atteigne jamais la presse. Malgré les problèmes, John a obtenu son diplôme de la Phillips Academy en 1969. Jackie était là, fière et souriante. Il était populaire et avait beaucoup d'amis. Il n'était pas connu pour de grands sandales pendant l'école, juste charmé dans des méfaits occasionnels. De là, il est allé à l'université Brown et a étudié l'histoire. Il a obtenu son diplôme en 1983 et, encore une fois, Jackie était là pour le voir. Il n'a pas été expulsé. Il n'a pas plagié. Il a juste vécu comme un étudiant régulier, célèbre mais essayant toujours de trouver son chemin.
En 1941, il a effectué un stage d'été au Center for Democratic Policy à Washington. C'était son premier vrai emploi politique. Le groupe s'est concentré sur l'aide au Parti démocrate à se rétablir après avoir perdu les élections de 1980. John a étudié les tendances politiques et a commencé à voir comment la politique fonctionnait réellement en coulisses. Ce n'était pas glamour, mais c'était important. Cet été lui a donné un avant-goût de ce que son avenir pourrait être, soit en politique, soit quelque chose de proche. Après l'université, John est allé en Inde pendant 3 mois. Il a étudié à l'Université de Delhi et s'est concentré sur des problèmes réels comme l'alimentation, la santé et l'éducation. Il ne vivait pas dans le luxe. Il dormait dans des hôtels bon marché, parfois sur les planchers des ambassades. Il voulait comprendre le monde, pas seulement le visiter. Il a marchandé avec les conducteurs de tuk-tuk et a évité les privilèges diplomatiques. C'était en 1983 et Indira Gandhi était toujours au pouvoir. Le voyage l'a changé. Il est resté en contact avec les gens qu'il y a rencontrés pendant des années, même après avoir lancé le magazine George. Quand il est revenu, en 1954, John a pris un emploi au Bureau du développement des affaires de la ville de New York. C'était son premier emploi sérieux. Il essayait de comprendre qui il voulait être, séparé de son nom de famille. Il n'était pas sûr de vouloir se lancer en politique. Cet emploi l'a aidé à comprendre le service public de fond en comble. Il ne se laissait pas porter par ses privilèges. Il construisait son propre chemin. C'est à ce moment qu'il a commencé à pencher davantage vers le journalisme et l'impact social. Tout ce qu'il avait vu et fait de l'Inde au travail municipal le dirigeait vers une nouvelle direction. John F. Kennedy Jr. a commencé sa carrière juridique d'une manière qui a stupéfié tout le monde. En 1939, après avoir obtenu son diplôme de la NYU Law School, il a passé l'examen du barreau de New York comme 7000 autres personnes. Environ 70% ont réussi. Pas lui. Cet échec est devenu la une des journaux parce qu'il n'était pas n'importe quel étudiant en droit. La presse lui a donné un surnom cruel, le belâtre qui échoue, espérant que ce n'était qu'une mauvaise chance. Il a réessayé en février 1990. Il a échoué à nouveau. Ce deuxième échec a été encore plus dur. Sa sœur Caroline avait réussi à son premier essai. Son cousin Robert avait également échoué une fois, mais avait ensuite réussi. Tout le monde regardait et la pression était écrasante. Il a dit aux journalistes « Si Dieu le veut, je serai de retour en juillet. S'il échouait une 3e fois, il serait renvoyé en vertu des règles du bureau du procureur de Manhattan. » Mais en juillet 1940, il a finalement réussi. Il était soulagé, mais les dégâts avaient déjà été faits sur sa confiance. Quand il a commencé au bureau du procureur en 1959, son salaire n'était que de 30 000 $ par an. Pour un Kennedy, cela a choqué les médias. Ils ont dit qu'il se sous-estimait, mais il a pris le travail au sérieux. Il était l'un des 68 nouveaux procureurs qui ont rejoint le 21 août. Il n'a pas demandé de traitement spécial. Il s'est concentré sur les petites affaires de fraude et les litiges entre propriétaires et locataires. Mais au tribunal, il était quelque chose d'autre. Il a géré 6 procès et les a tous gagnés. Sa première victoire a eu lieu le 29 août 1981 contre un cambrioleur qui s'était littéralement endormi dans l'appartement qu'il cambriolait. Ils l'ont appelé le cambrioleur endormi. Cette affaire a marqué le début du dossier de procès parfait de JFK Jr. Mais ensuite, il y a eu quelque chose de plus difficile. En 1991, il a été affecté à une affaire impliquant quelqu'un lié à la famille Kennedy. Il s'agissait de délit d'initié. Soudain, il n'était plus seulement un avocat. Il était un Kennedy qui pourrait devoir poursuivre un ami de la famille. À l'intérieur du bureau, les gens murmuraient. Pourrait-il rester juste? Protégerait-il le nom de sa famille ou ferait-il ce qui était juste? C'était un test moral. Il est resté sur l'affaire en essayant de garder tout professionnel, mais la pression ne l'a jamais quitté. En 1992, il est allé encore plus loin dans le monde du crime lorsqu'il a rejoint une enquête sur la mafia. Il ne s'est pas assis derrière un bureau. Il est allé sous couverture. Il a participé à un
bientôt un raid dans une boîte de nuit liée à la mafia. Il a fait semblant d'être quelqu'un d'autre, a interrogé lui-même les témoins et a fait face à un réel danger. Ce genre de travail n'avait jamais été fait par un Kennedy auparavant. Sa famille avait affronté des balles et des scandales, mais pas le genre de crime de rue dont JFK Jr. s'occupait maintenant. Ses patrons ont commencé à lui faire davantage confiance. Le travail le changeait. Il n'était plus seulement un nom. Il gagnait du respect. Mais dès le premier jour, les médias ne l'ont jamais laissé tranquille. Quand il est entré au tribunal le 28 août 1989, des journalistes et des photographes attendaient déjà. Chaque fois qu'il plaidait une affaire, cela devenait une occasion de prendre des photos. La presse a couvert ses cheveux, ses vêtements, son sourire, pas les affaires, pas les victimes. Son salaire était une blague pour eux. Ils ont dit qu'il aurait pu être riche, mais a choisi de souffrir. Certains pensaient qu'il n'était là que pour attirer l'attention. D'autres murmuraient qu'il bénéficiait d'un traitement spécial. Le palais de justice est devenu une scène. Les témoins l'ont ressenti. Les accusés l'ont ressenti. Même les autres procureurs ont dû ajuster leurs horaires pour éviter les caméras. Ce qui était une journée normale pour les autres est devenu un événement public pour lui. Et pourtant, il est resté 4 ans d'août 1989 à juillet 1993. Il a gagné tous les procès. Il a passé le barreau, mais il était épuisé. L'attention ne s'est jamais arrêtée et cela ne ressemblait plus à la justice. Après avoir quitté le bureau du procureur en 1993, il s'est tourné vers les médias. En 1995, il a lancé le magazine George. Le premier numéro est sorti en septembre à Federal Hall à New York, le même endroit où George Washington a prêté serment. Il a utilisé 20 millions de dollars de son propre argent et a fait appel à Hachette comme partenaire. Mais la première couverture a provoqué une tempête. Cindy Crawford a posé comme George Washington avec des abdos dénudés et une perruque poudrée. Les gens ont été choqués. Les critiques ont ri. Ils ont dit que c'était un magazine pour les gens qui ne comprenaient pas la politique. Mais le premier numéro était rempli de 175 pages de publicité. Lors du lancement, il a dit « Mesdames et messieurs, voici George ». En 1996, le magazine a pris un tournant risqué. Ils ont publié un numéro axé sur les scandales sexuels politiques. À l'intérieur, JFK Jr. a écrit un essai personnel qui faisait allusion aux propres affaires de son père. Il a dit que les politiciens recherchent souvent une alternative idéalisée à leur vie. Sa famille était furieuse. Jackie Kennedy avait passé des années à protéger l'image de la famille. Maintenant, son fils rouvrait de vieilles blessures en public. Les ventes ont augmenté, mais ses relations familiales ont été endommagées. Ils se sont sentis trahis. Puis, en 1997, les choses ont empiré. JFK Jr. a proposé à moitié nu lors d'une séance photo pour son propre magazine. C'était censé attirer l'attention. Au lieu de cela, les annonceurs ont fui. Les marques ne voulaient pas être liées à ce genre d'image. Son propre personnel s'est rebellé. Ils ont dit qu'il avait franchi une ligne. Certains rédacteurs ont menacé de démissionner. En même temps, ils critiquaient ses cousins, les qualifiant de symboles de mauvais comportement. Le magazine s'effondrait. Ce n'était plus une expérience audacieuse. Cela avait l'air désespéré. En 1998, un autre scandale a éclaté. Stephen Glass, l'un des rédacteurs de George, a été pris en train d'inventer des histoires. Il a inventé des sources, des citations, même des entreprises entières. Lorsque Forbes a enquêté sur un article, ils ont découvert que l'entreprise n'existait même pas. JFK Jr. a dû s'excuser personnellement auprès de Vernon Jordan, l'un des conseillers de Bill Clinton, pour les fausses citations. C'était un coup dur. L'éthique du journalisme était déjà sous le feu des critiques, et maintenant, George faisait partie du problème. En 1999, l'argent était parti. Le magazine avait perdu 10 millions de dollars. Il s'est rendu à Toronto pour rencontrer des investisseurs canadiens une semaine seulement avant sa mort. Hachette voulait se retirer. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles quelqu'un du personnel avait volé de l'argent. La publicité était en baisse de 20%.
Son éditeur a déclaré que JFK Jr. avait refusé de grandes interviews qui auraient pu sauver le magazine. Des gens comme la princesse Diana et John Gotti Jr. à la place. Il s'est cantonné à des personnalités politiques inconnues. Après sa mort, Hachette a pris le contrôle total. Ils ont continué à perdre de l'argent. En 2001, ils ont fermé le magazine. En 1997, avant que tout ne s'effondre, il avait pensé se présenter au poste de gouverneur de New York. Un sondage secret a montré que 65% des démocrates l'appréciaient. Il était le démocrate le plus populaire de l'État, mais les gens disaient encore qu'il n'était pas prêt. Ils disaient qu'il n'avait aucune expérience. Cela l'a anéanti. Il a demandé à ses amis « Les gens me prendront-ils au sérieux ?» Il a renoncé à l'idée en quelques semaines. En 1998, il a animé une interview de CNN avec Fidel Castro à Cuba. Le gouvernement l'aurait surveillé. Il y avait des rumeurs selon lesquelles quelque chose dans l'interview avait trop révélé, mais les détails n'ont jamais été clairs. Ce qui était clair, c'est que JFK Jr. avait un accès à Castro que peu d'Américains avaient jamais eu. Certains ont pensé que c'était courageux, d'autres l'ont qualifié d'imprudent. Au début de 1999, il a même pensé se présenter contre Hillary Clinton au Sénat. Des initiés politiques ont déclaré que l'équipe de Clinton craignait qu'il ait la popularité nécessaire pour gagner. Un chef syndical lui a dit que s'il se présentait, les gens diraient à Clinton de reculer. Mais ensuite, des mémos ont fuité. Il disait que sa campagne ne serait que du népotisme. Ce mot a fait mal. Il faisait écho à tout ce qui avait été dit sur lui auparavant, qu'il était célèbre mais pas qualifié. Aussitôt dit, aussitôt fait, il a abandonné l'idée. Vers la même époque, il voulait jouer la comédie. Il était déjà apparu dans Murphy Brown en 1995 en jouant son propre rôle. Tout le monde disait qu'il avait un vrai charme. Il a recommencé à auditionner en 1998 et 1999, mais les producteurs d'Hollywood ne voulaient pas de lui à lui. Ils disaient que son nom éclipserait n'importe quel rôle. Personne ne verrait le personnage, juste JFK Jr. De plus, il n'avait aucune formation d'acteur. Même avec toute sa renommée, il n'a pas pu percer. Au milieu de l'année 1999, il travaillait sur un livre. Il aurait dénoncé des scandales politiques, quelque chose que lui seul pouvait écrire avec ses relations. L'éditeur offrait 750 000 $. Mais le magazine George était en faillite. Son partenaire, Michael Berman, était parti. Son mariage avec Carolyn Bessette était tendu. Des amis ont dit qu'ils se disputaient beaucoup. Le magazine perdait beaucoup d'argent. Sa vie personnelle se fissurait. Et maintenant, il devait aussi écrire un livre. Tout s'accumulait. Ils se sont rencontrés pour la première fois au début des années 1980 lors d'un voyage à Saint-Martin. Mais leur véritable connexion a commencé des années plus tard au mariage de Lee Radziwill en 1988. C'est à ce moment que John F. Kennedy Jr. et Daryl Hannah ont entamé une relation qui allait durer plus de 5 ans. Ce n'était pas paisible, c'était bruyant, désordonné et toujours dans les tabloïds. Jackie Kennedy, la mère de John, n'aimait pas du tout Daryl. En fait, le biographe de John a dit que pour être aimé par John, il fallait d'abord être accepté par Jackie. En 1993, Daryl en avait assez de l'attention. Elle a dit à Entertainment Weekly que même son plombier posait des questions sur John. Ils n'arrêtaient pas de se séparer et de se remettre ensemble. Quand ils se sont finalement séparés, pour de bon, en 1994, John avait déjà commencé à fréquenter Carolyn Bessette. Il n'a pas renoncé à Daryl tout de suite, mais au final, les dégâts étaient faits. Leur nouvelle relation, John et Carolyn, était loin d'être parfaite. Le 25 février 1996, ils ont été vus en train de se battre à Washington Square Park. Les paparazzis ont filmé la scène. Carolyn a bousculé John. Il a essayé de lui enlever la bague de fiançailles de son doigt. Selon un ami proche, Carolyn était furieuse à cause d'un mariage auquel ils avaient assisté. La mariée a utilisé la renommée de John pour essayer d'obtenir une couverture médiatique. Carolyn pensait que John aurait dû partir, mais il ne l'a pas fait.
Après la bagarre, l'espèce est partie en trombe et John s'est assis sur le trottoir avec leur chien. La vidéo a choqué tout le pays. Même le cofondateur de son magazine était en colère que John ne l'ait pas prévenu, craignant que cela nuise à leur vente. En 1998, les choses ont empiré. Des amis ont dit que Carolyn avait été prise en train de prendre de la cocaïne sur leur table basse. John l'a rejointe et a dit à l'ami de ne pas s'inquiéter, disant qu'il était un Kennedy et que ce n'était pas sa première fois 6 fois. Carolyn avait renoué avec un ami cette année-là. Ils se sont embrassés, mais elle s'est retirée, disant qu'elle ne pouvait pas faire ça. 2 jours plus tard, John s'est rendu à la porte de l'homme et l'a frappé. Il l'a averti de rester loin de sa femme. En avril de cette année-là, ils ont commencé une thérapie conjugale. John a dit qu'il ne voulait pas être l'un de ces hommes Kennedy qui ignoraient les sentiments de leur femme, mais il tenait à peine le coup. En 1997, John a eu plus de stress. Sa famille était en plein scandale. Dans le magazine George, il a critiqué ses cousins, Joseph et Michael Kennedy, les qualifiant d'exemples de mauvais comportement. Le mariage de Joseph s'est terminé dans la controverse et Michael a été accusé d'avoir une liaison avec une babysitter de 19 ans. Joseph a dû s'excuser devant une foule. Michael s'est séparé de sa femme après 16 ans de mariage. John essayait de garder sa propre vie en ordre pendant que sa famille s'effondrait et que son magazine était également en difficulté. En 1999, son mariage était sous assistance respiratoire. Des amis ont dit qu'ils appelaient ça un mariage à l'essai. Ils étaient toujours en thérapie. Carolyn n'a accepté d'aller au mariage de Rory Kennedy qu'après que John ait promis qu'elle n'aurait plus jamais à visiter le complexe familial. Ils étaient tous les deux brisés par la jalousie, la pression des médias et la drogue. Des amis ont dit que leur amour avait des hauts qui ressemblaient à de la magie et des bas qui étaient insupportables, mais ils ont continué à penser qu'ils avaient le temps de réparer les choses. Le 16 juillet 1999, ils sont montés à bord d'un avion pour le mariage de Rory. Ils ne sont jamais arrivés. John voulait piloter l'avion lui-même. Son instructeur avait proposé de l'accompagner, disant que c'était un voyage risqué. Le temps était mauvais et la route était difficile. Mais John a dit non. Il voulait le faire seul. Il n'avait que 310 heures de vol. Seulement 55 d'entre elles étaient dites de nuit. Il n'avait que 3 heures de vol seul dans cet avion et seulement 48 minutes de celle-ci étaient de nuit. Il avait acheté l'avion à 300 000 $ en avril 1999. Il portait encore un plâtre à la cheville à la suite d'un accident de parapente, mais refusait de laisser quiconque d'autre piloter. À 21h41 ce soir-là, l'avion a commencé sa spirale mortelle. Les experts appellent ça une spirale du cimetière. Il a perdu le contrôle et ne le savait même pas. Il n'était pas formé pour voler aux instruments. Le ciel était brumeux et il ne pouvait pas voir l'horizon. L'avion a tourné brusquement à droite, s'est incliné vers le bas et a heurté l'océan à environ 200 mètres. Aucun appel de détresse n'a été lancé. Il ne savait pas qu'il était en train de mourir. Des témoins ont dit qu'ils avaient entendu des explosions ce soir-là. Les théoriciens du complot croient que l'écrasement n'était pas un accident. Certains disent qu'il y avait des explosifs déclenchés par l'altitude. D'autres pensent que les Navy SEALs attendaient dans l'eau. Certains croient même que John a simulé sa mort. Ils affirment qu'il prévoyait de se présenter au Sénat contre Hillary Clinton et qu'il était une menace. Il n'y a aucune preuve, mais les histoires ne disparaissent pas sans pas. Certains disent qu'un siège était manquant dans l'épave. Les rapports officiels n'ont jamais mentionné cela. Pourtant, le mystère hante les gens. Le 21 juillet 1999, des plongeurs de la marine ont trouvé l'épave à 35 mètres sous l'Atlantique. Les 3 corps étaient encore attachés. Le corps de John était dans le cockpit. Carolyn et sa sœur Lauren étaient à proximité. Le sonar a trouvé l'avion à 2 km et les corps ont été remontés vers 16h30. Les autopsies ont dit qu'ils étaient morts instantanément. John avait des blessures si graves à la jambe que sa rotule a été retrouvée à l'intérieur du tableau de bord.
Un plongeur a affirmé avoir trouvé un morceau de cuir chevelu avec des cheveux blonds sur l'équipement, mais cela n'a pas été confirmé. Leurs cendres ont été dispersées en mer depuis un destroyer de la marine. Après l'écrasement, les enquêteurs ont examiné l'état de l'avion. Il avait passé l'inspection le 18 juin. En 1999, il avait 62 heures de vol. Puis, une fois récupéré, l'avion avait 663 à 5 heures, ce qui signifie qu'il a volé environ 40 heures au cours du dernier mois. L'enregistreur vocal numérique a été détruit. La batterie était manquante. Le système de pilote automatique n'était pas activé. Son GPS était toujours allumé. Tous les outils n'étaient là. Mais John ne savait pas comment les utiliser quand c'était le plus important. Quand il est mort, sa succession valait jusqu'à 100 millions de dollars. La bataille à ce sujet a duré des années. Tout est allé aux enfants de Caroline Kennedy, Rose, Tatiana et Jack. La partie la plus douloureuse est survenue en 2001. La famille Kennedy a dû verser 15 millions de dollars à la famille de Caroline dans le cadre d'un règlement pour mort injustifié. Les Bessette avaient demandé 20 millions de dollars. Les Kennedy ont d'abord offert 7 millions de dollars. Après 18 mois de négociations douloureuses, ils se sont mis d'accord. La mère de Caroline a failli se retirer à moins d'obtenir des excuses formelles. Même les objets personnels comme le service de John Scrimshaw ont été distribués discrètement. Il y a eu de petits dons à des œuvres caritatives, mais la majeure partie de la fortune est restée au sein de la famille. Dans l'un des moments les plus étranges liés à son nom en novembre 2021, des centaines de croyants de QAnon se sont rassemblés à Dallas. Ils croyaient que JFK Jr. reviendrait d'entre les morts et aiderait à ramener Donald Trump au pouvoir. Certains ont dit qu'il avait simulé sa mort et qu'il avait travaillé en secret toutes ces années. D'autres pensaient que JFK Sr. était également vivant. Une femme a déclaré aux journalistes que JFK Jr. serait le vice-président de Trump. Des familles ont été déchirées par ces croyances. Un homme a suivi le mouvement pendant des mois, participant à des rassemblements, attendant quelqu'un qui n'apparaîtrait jamais. En 2007, 8 ans après l'écrasement, des bandes audio de la FBI ont été publiées. Elles ont révélé que le dernier contact de John était un simple remerciement au contrôleur du New Jersey. Après cela, plus rien. À 22h05, un stagiaire de 21 ans à l'aéroport de Martha's Vineyard a appelé la FAIA inquiet. Il a dit « Kennedy Jr. est à bord. Ils veulent savoir où il est. » Le répartiteur a refusé de donner des informations. Le stagiaire a reculé. Il a dit « Ce n'est pas grave. » Ce retard leur a coûté cher. La recherche n'a commencé qu'après 2 heures du matin.